3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Le mercredi, vous avez l'habitude, c'est le jour des best-of des live Twitch du lundi. Et aujourd'hui, on continue un projet que vous attendiez beaucoup. En tout cas, plus ça avance et plus vous me le réclamez. La suite de mon top 100 NBA actuel, en mode Crystal Ball. Mais avant qu'on se lance dans le grand bain, il faut que je vous parle de Derby Ball qui sponsorise cette vidéo. Vous avez vu le beau t-shirt de LaMelo Ball que je porte aujourd'hui, il est juste mortel. Et bien ce t-shirt, comme plus de 500 références qui existent sur leur site, c'est bien chez Derby Ball que ça se passe. Allez y jeter un coup d'œil, vous allez voir, vous n'en finirez plus tellement il y en a. Quels que soient vos goûts, allez checker, vous y trouverez votre bonheur. Il y a des joueurs du présent, comme du passé, et surtout plein de nouvelles choses qu'ils ont mises à jour en temps réel en fonction de l'actu NBA. C'est un truc de malade. Donc ouais, go choper pour Derby Ball, les frérots que je remercie pour m'avoir encore envoyé des t-shirts. Et histoire de vous faire croquer, bien entendu, je vous propose un code promo qui vous enlèvera 10% au moment de la commande. Que demande le peuple? Yeah, baby. Mais bref, même si ces t-shirts sont très cool aujourd'hui, vous êtes là pour que je reprenne mon top 100 NBA actuel. Les règles maintenant vous les connaissez, et si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite à aller voir l'épisode 1, celui qui parlait des places 100 à 81. Là-bas j'énumère tout, vraiment avec précision. Mais le truc qu'il faut retenir en gros, c'est qu'on ne juge pas de la carrière d'un joueur, on ne juge pas non plus juste de sa saison, on juge vraiment de son niveau, à l'instant T. Ouais, je vais parler de niveau intrinsèque, plus que de potentiel intrinsèque, on ne juge pas non plus sur les attentes, vraiment sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qu'il ait été blessé ou non d'ailleurs. Dites-vous que c'est comme si on avait l'intégralité des joueurs NBA actifs disponibles pour un pick-up game, qu'ils étaient tous en bonne santé et qu'on ne gardait que les 100 meilleurs que l'on classait entre eux. Je sais que c'est pas toujours évident à capter et que malgré ça, chacun aura des critères subjectifs, mais c'est le jeu, de toute façon on sera jamais d'accord. Et j'ai failli oublier, pour vous rendre compte de la difficulté de l'exercice et pour comparer ce que vous avez fait à mon travail, je vous invite vraiment à vous y mettre aussi et m'envoyer votre top 100 à l'adresse mail qui est là. Ça permettra de voir au moment du débrief à la fin avec quel joueur on a le plus de désaccords, et ça, mélangé à plein d'autres infos, ce sera super intéressant, j'ai vraiment hâte. Mais allez bref, de toute façon je pense que vous avez l'habitude, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quelles sont les places 40 à 31 de mon top 100 NBA actuel? En place numéro 40, on va parler de LaMelo Ball. C'est lui qui va ouvrir le live d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Et là, top 40, on commence à arriver quand même sur de gros noms, et même des All-Stars. Vu que LaMelo Ball était All-Star cette saison, c'est la première fois qu'il a obtenu cette sélection. Même si déjà, dans le dernier live, on avait eu quelques All-Stars, là, avec LaMelo Ball, ça commence à parler sérieusement. En fait, on a un mec qui est meneur de jeu, qui est un grand meneur de jeu, qui est tout plein de skills, surtout au niveau offensif, qui a un dribble de fou, une vision de jeu qui est géniale, et je trouve que sa principale qualité, c'est d'arriver à bonifier la plupart des joueurs qui évoluent à ses côtés. Et ça, c'est une force que tout le monde ne possède pas, et c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en valeur dans mon top 100 NBA actuel. En fait, j'ai l'impression que toutes les passes qui existent dans le basket, il sait les faire, même les passes qui n'existent pas, il en a inventé, des passes aveugles, des passes dans le dos, des passes dans le dribble avec rebond, des passes lobées de ouf. Moi j'aime beaucoup, c'est un mec qui a une créativité hors du commun, qui est méga flashy, que les fans adorent. Peut-être que du coup il est un petit peu trop surcoté de temps en temps, parce que je trouve que les fans l'aiment tellement, et on le voit tellement dans les top 10 qu'on a l'impression qu'il est super fort, en tout cas c'est mon point de vue à moi, mais quoi qu'il en soit, là où on peut lui donner du respect, c'est que je trouve que cette saison, il a grandement participé à remettre les Hornets un petit peu sur la carte NBA. En parallèle, j'ai trouvé qu'il avait fait aussi beaucoup de progrès. En fait, sa principale qualité, c'était la création pour les autres. Il a aussi fait beaucoup de progrès dans la création pour lui-même. Il a progressé aussi sur son tir. Il a augmenté son range et il hésite plus à prendre des step back et aussi trouver de bons petits moves pour aller en drive et s'approcher du cercle. Malgré son manque d'épaisseur, il arrive avec son footwork et avec son body control à aller marquer en pénétration. Bon, un jour, ce serait bien, pour qu'il monte dans ce classement, qu'il se préoccupe un petit peu de la défense et qu'il soigne son jeu, parce que pour l'instant c'est ses deux plus gros défauts. Ça peut lui arriver de commettre encore pas mal de déchets, et son adresse au tir, elle pourra s'améliorer que s'il soigne sa sélection de shoot. C'est plutôt bien à 3 points, mais globalement, il y a des progrès à faire quand même. Avec Clifford, notamment la défense, je me dis, parce que Clifford va arriver en tant que coach des Hornets, tout ça pourrait s'améliorer, mais actuellement, si on fait le bilan aujourd'hui, je trouve qu'il en est pas encore là. Ça lui permettra aussi de prouver qu'il peut jouer un basket de la victoire, il a besoin de faire ses preuves là encore, mais en attendant, être top 40 à seulement 20 ans, c'est déjà très lourd pour LaMelo Ball. Pour LaMelo Ball, vous êtes plutôt d'accord avec ce range parce que vous êtes 83% à le mettre à cette place, c'est plutôt cool. Et après, il y en a 8% qui l'auraient mis mieux classé, donc au moins 5 places au-dessus, et 8% qui l'auraient mis moins bien classé, donc au moins 5 places en dessous. Donc finalement, on est sur un équilibre. Globalement, ce range vous convient, et ça me va pour LaMelo Ball.
À la place 39, voici Darius Garland. Et je pense que certains vont peut-être être choqués que je mette Darius Garland devant LaMelo Ball. Et c'est vrai qu'il y a moyen de les intervertir et qu'il y a des arguments pour les deux. Et c'est vrai aussi que LaMelo, les fans l'aiment plus parce qu'il est beaucoup plus flashy. Et ce que je disais, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. On le voit dans tous les top 10. La NBA kiffe énormément mettre LaMelo Ball en lumière. Et ça joue, j'ai l'impression, dans la façon dont les fans l'évaluent. Et pourtant, je trouve que dans un jeu similaire de playmaker, même si Garland fait moins de gris-gris, eh ben je trouve que le joueur des Cavs, il est plus propre, il est finalement supérieur. Il marque plus de points, il fait plus de passes, il est plus adroit, il a tout simplement, après il perd un peu plus de ballons, mais tout simplement, il a réalisé une meilleure saison, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Même si les Cavs, ils ont échoué aux portes des playoffs, j'ai trouvé que leur saison, pendant 70% du temps, elle a été remarquable, sans la blessure de Jarrett Allen, même si ça reste du what if, je pense qu'ils auraient pu aller plus haut, en tout cas participer à la post-season, peut-être même en zappant le play-in, et je trouve que pour ça, faut donner beaucoup de crédit à Garland, qui a su prendre les clés de l'équipe. À seulement 22 ans, c'est déjà un leader qui est respecté, qui est respectable, qui est toujours souriant. J'ai lu pas mal d'articles qui montraient ça. Il apporte une vraie joie de vivre qui te donne envie de le suivre dans le vestiaire. Et ça, à seulement 22 ans, encore une fois, c'est fort. Ça a permis de souder l'équipe, de créer un socle commun chez ces Cavs. Et je veux lui donner beaucoup de crédit pour ça. Et puis sur le terrain, voilà, c'est un mec super rapide qui, avec les années en NBA, là maintenant, a commencé à mûrir, à mieux contrôler son rythme, je trouve. Avant, il allait tout le temps à fond. Aujourd'hui, il se précipite moins, il est plus patient, il joue plus propre qu'avant, tout simplement. Et ses progrès et sa prise de maturité, je les trouve plus que notables. C'est un bon expert du pick and roll, qui est devenu un très bon shooter au périmètre. Sur pick and roll, là, des mecs comme Jarrett Allen, par exemple, ou même Evan Mobley, de temps en temps, peuvent se régaler. Il a aucun mal, lui non plus, aussi, avec son handle. Il arrive à créer son tir. Et si, pareil, il a obtenu sa première sélection All-Star comme LaMelo, c'est pas un hasard. Donc lui aussi, très bon en pull-up, un premier pas qui est très explosif. Il peut driver, il peut aller mettre un lay-up acrobatique, ou si la raquette est trop embouteillée, il lâchera un flotteur sur lequel son toucher suffira. Il sait faire toutes les passes, c'est pareil, il rend ses coéquipiers meilleurs. Il nous a léché des perfs à 19 passes D, encore notamment grâce à son talent en pick and roll. Et lui aussi, peut-être, de temps en temps, on aimerait qu'il mûrisse, qu'il prenne un petit peu moins de tirs difficiles, qu'il soigne un peu sa sélection, qu'il perde moins de ballons, qu'il commette moins de déchets, c'est sûr et certain. Et puis comme LaMelo, c'est pas un expert de la défense, même si je trouve que lui, il s'y met un peu plus, rien que par son énergie et sa volonté. Mais pareil, il a encore une grosse marge de progression. Je sais bien qu'on n'est pas là pour juger de ça aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il est à la place 39 aujourd'hui, parce qu'à mon avis, il a plus prouvé que LaMelo, mais dans le futur, tout comme LaMelo, il a les capacités pour viser plus haut Darius Garland. Pour Darius Garland, vous êtes 59% à le voir à peu près à ce range, donc là, ça divise un petit peu plus. 25% d'entre vous l'auraient vu mieux classé. J'ai lu qu'il y en avait qui le mettaient dans le top 30. Vous allez voir, moi je trouve un peu chaud dans le top 30, vu tous les noms qu'il va y avoir dans les 30 premiers, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça veut dire que vous avez été très hypé par son niveau, en tout cas c'est sa saison, je pense, même si on juge pas que sur la saison, cette saison-là vous a bien chauffé contre Darius Garland, donc 25% l'aurait mieux classé, par contre 16% l'aurait moins bien classé. Alors même si on est à 59% à peu près à cette place, quand je vois que c'est à peu près équilibré entre ceux qui l'auraient mis au-dessus et ceux qui l'auraient mis au-dessous, je me dis qu'on est à peu près dans le bon range, mais qu'il est aussi peut-être plus difficile à juger Darius Garland. Voilà, aujourd'hui cette 39e place je l'assume, et n'hésitez pas à faire vos classements pour voir où vous l'auriez mis exactement. En place numéro 38, voici Dejounte Murray. Et on est vraiment dans le range. C'est pas voulu, mais finalement, je trouve qu'ils vont bien dans le même range tous les trois. Mais on est dans ce range, dans ce moment du classement où on est sur 3 meneurs de suite qui ont obtenu leur première sélection All-Star. Donc lui, il vient d'être transféré à Atlanta. On verra ce que ça dit, là-bas. On verra s'il arrive à performer autant. Mais à San Antonio, il sort tout simplement de sa meilleure saison en carrière. Lui, je trouve que, par contre, il est dans un profil qui est différent des deux autres. Pourtant, même si les Spurs ont fait une moins bonne saison, que les Cavs ou que les Hornets, lui aussi, également, il a disputé le play-in. C'est juste que la conférence Ouest cette année était peut-être moins homogène que la conférence Est. Et ça montre que ses stats, il les doit pas non plus à un côté over-responsabilisé dans une équipe qui a tout fait pour tanker. Même si les Spurs, à mon avis, dès la saison prochaine, ça va tanker à fond. Mais là, la saison qui vient de s'écouler, ça n'a pas été forcément le cas, quoi. Et surtout, moi, je trouve que en termes de volume, c'est peut-être des trois, entre LaMelo Ball et Darius Garland, celui qui a le plus d'impact. Donc lui aussi, il est pas forcément super flashy, mais Murray, notamment cette saison, et au fur et à mesure de sa progression en carrière, c'est devenu un expert du triple-double. En à peine 5 saisons aux Spurs, là, à San Antonio, c'est devenu celui qui en a fait le plus dans toute l'histoire de la franchise. C'est complètement dingue, ça, je trouve, cette stat, devant David Robinson, par exemple. Et bien sûr, c'est peut-être moins un shooter que Ball ou que Garland, même s'il a fait des progrès dans le domaine, mais jamais, et ça, je trouve que c'est tout à son honneur, jamais il a peur de tenter un gros dagger dans le 4e quart. Il a de plus en plus confiance en lui, et ça, je trouve que c'est un point dans lequel il a vraiment progressé, Dejounte Murray. Et puis surtout, si on oublie un petit peu le shoot, dans lequel, après, il a des bons pourcentages,
avantage parce que sa sélection est plutôt bonne. Et quasiment dans toutes les colonnes du jeu, moi je le trouve vraiment dominant. Il sait comment on joue au basket, des deux côtés du terrain. En défense, il peut être une teigne qui vole un paquet de ballons, et en attaque, il saura jouer sur ses forces pour mettre sa vingtaine de points, tout en utilisant sa taille et sa patience pour développer son sens de l'organisation. Il peut lâcher quasiment ses 10 passes par rencontre, c'est quand même très très fort en termes de playmaking, et je pense que s'il était resté aux Spurs dans un rôle de leader, j'aurais aimé qu'il développe encore plus son jeu en ISO et ses pull-ups. Maintenant, va falloir voir ce que ça dit, à côté de Trae Young, il aura moins le ballon, et il aura moins besoin de jouer en ISO, et en fait, faut voir ce que ça donne, mais je suis plutôt confiant, parce qu'il a déjà montré qu'il pouvait jouer aussi sans le ballon, et c'est sa plus grosse qualité, sa polyvalence. C'est un joueur collectif par excellence, qui donne l'impression à mon avis qu'il peut s'adapter à quasiment tous les rôles, et encore une fois, rien que par sa défense, j'insiste dessus mais c'est important, je pense qu'il va faire un bien monumental à cette équipe d'Atlanta. En termes de volume de jeu, c'est vraiment un gros client, et je trouve ça complètement justifié de le mettre au-dessus des deux autres, et donc à une 38e place dans mon classement NBA actuel. Pour des jeunes demeurés, allez, on continue. Pour l'instant, on est plutôt d'accord. Vous êtes 76% à valider ce range. 18% vous l'auriez mieux classé. 6% l'auraient moins bien classé. Donc let's go, hein. On va pas non plus trop débattre. A priori, même si je vois que dans le chat, je l'aurais mis derrière Garland, je l'aurais mis devant Garland. Il y a des petites discussions, mais de toute façon, entre 40, 39, 38, c'est très serré, hein. C'est mon choix d'avoir fait ce classement-là. Je mets déjà Temeré devant les deux autres, tout simplement parce que je trouve qu'il défend vraiment bien comparé aux deux autres. Mais maintenant, je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres arguments que je rejoins pas forcément, mais que j'accepte totalement de votre part, qui peuvent dire qu'on inverse certains de ces joueurs. Moi ça me va bien, et puis vous êtes 76% à valider ce range, donc ça me va bien aussi. En place 37, voilà Andrew Wiggins, l'une des sensations de la finale NBA qui vient de se terminer. Le mec, même si j'ai toujours trouvé qu'il y avait des gens qui étaient graves dans l'abus, il a réussi à faire dire à certains moments qu'il était en course pour le trophée de MVP des finales devant Stephen Curry. Vous imaginez la dinguerie? Bon, ça aurait été quand même un scandale, et c'est clairement n'importe quoi, je pense, d'imaginer qu'il pouvait voler ce trophée à Steph. Mais ça montre à quel point il a été impactant pour aider les Warriors à gagner le titre. Et rien que ça a de la valeur. Pourtant, j'ai pas trop envie de m'enflammer non plus complètement et le mettre dans un top 25 par exemple. Parce que ça, à mon avis, ce serait quand même complètement se faire happer par la culture de l'instant. Mais j'avoue que tout ce qu'il a fait dernièrement, et notamment en finale, ça donne vraiment envie de le récompenser très fort. En playoff, il a passé son temps à se charger des meilleurs scoreurs adverses avec une défense folle. Il a fait un taf de fou sur des Doncic, des Tatum par exemple. Et ce que j'ai aimé, c'est que en attaque, Kerr l'a mis pile dans un rôle qu'il affectionnait. Donc c'était fini d'attendre de lui qu'il prenne l'équipe en main et qu'il mette 25 points par match, comme ça a pu être le cas par exemple à une époque à Minnesota. Non, ce qu'on veut avec Wiggins, c'est qu'il joue vraiment dans le flow du jeu, qu'il force pas, qu'il prenne ce que les défenses lui donnent. S'il faut mettre un tir de loin, il le mettra. S'il faut aller en contre-attaque, il est présent aussi. S'il faut driver et poser un tomard, pareil, il saura utiliser ses qualités athlétiques de ouf pour tout démolir. Et franchement, là, ce qu'il a montré sur les playoffs notamment et sur la première saison aussi, ça a été très propre. Pourtant, moi, j'ai trouvé, et c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu pénalisé quand j'ai fait le bilan au global. Bien sûr, hein, si on prend ces années précédentes, déjà on se rend compte que là ça a été un gros step-up parce qu'il avait besoin d'être mis dans un rôle, et ces années précédentes vont pas forcément dans sa faveur, donc attention à se dire est-ce que c'était pas juste un coup de chaud temporaire, est-ce qu'il pourra continuer là, parce que rien que sa saison, même si vous voulez qu'on parle juste de la saison, mais ça a été loin d'être un long fleuve tranquille. Sur le début de la campagne, il était plus en mode scoreur, ça lui a valu une sélection All-Star qui était bien méritée, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé de le mettre dans le 5. Et après, ce qui est sûr, c'est que sur la deuxième partie de saison, il a bien galéré quand même le Andrew Wiggins, parce que il a vécu le retour de Clay, ça a fait que son rôle a changé, il y a eu les blessures de Curry, de Green aussi, il y a eu l'éclosion de Jordan Poole, et ça l'a constamment poussé à trouver des adaptations, et ça s'est vu. J'ai trouvé que parfois il a un petit peu tâtonné, ses stats après le All-Star Game ont toutes baissé, ses pourcentages ont réellement dégringolé sur la deuxième partie de saison, et au mois de mars-avril, rappelez-vous, avant que les playoffs ferment, avant qu'ils ferment des bouches avec ces playoffs, on revoyait les haters qui repointaient le bout de leur nez et qui disaient que Wiggins était un joueur soft qui n'arrivait jamais à rien. Mais après, comme on l'a dit, il y a les playoffs qui sont arrivés, son rôle il l'a embrassé à 100%, alors clairement on approche d'un top 30 qui normalement est réservé aux franchise players. S'il y a 30 équipes, normalement le top 30 c'est tous les franchise players, donc il est quand même pas loin en étant 37. Quand t'as un mec comme Stephen Curry dans ton équipe, tu peux pas être considéré comme un franchise player. Maintenant, je trouve que Wiggins, il s'est affiché en excellent lieutenant dans une team championne NBA, ça vaut quelque chose ça déjà. Je veux pas le mettre trop haut parce que je pense pas qu'il soit capable de porter une équipe à lui seul, sous peine de retomber dans ses travers, Quand on lui donne les clés, je pense que c'est pas le rôle qu'il lui faut, et c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut. Par contre, quand tu l'utilises
comme il faut et que tu lui trouves un costume vraiment taillé sur mesure, Wiggins ça peut être un crack, il l'a montré en playoff, encore plus en finale, et cette place 37 en vrai, pour un joueur qui a tant galéré dans sa vie, qui a reçu tellement de hate en tant que first pick de draft, je la trouve déjà magnifique. Qui l'aurait imaginé si haut, franchement, entre vous, il y a ne serait-ce qu'un an, ben pas grand monde je pense, ou même si vous êtes franc, je pense personne. Sauf qu'aujourd'hui, il y a Steve Kerr qui lui a permis de jouer ce basket de la win, ce basket un petit peu plus juste, ce basket où il forçait moins, et pour ça, même s'il y a des choses qui font que je le mets pas plus haut, je veux pas non plus le mettre plus bas, Andrew Wiggins. Et pour Wiggins, je suis plutôt content, je m'attendais à ce que beaucoup me disent, t'as vu ses finales, il mérite d'être classé beaucoup plus haut, et finalement vous êtes 74%, vous l'auriez mis à peu près à cette place, et ça me fait plaisir, ça veut dire qu'on est à peu près dans le bon range. 16% d'entre vous l'auraient même moins bien classé, 11% l'auraient mieux classé, au moins 5 places au-dessus. Pareil, il y a du monde au-dessus, du monde en dessous, une majorité qui me rejoint. Pour l'instant, il y a aucune chance, je pense, que ça continue jusqu'au bout, mais pour l'instant, je suis sur un sans faute. Je suis content qu'on soit en tout cas sur la même longueur d'onde. Et en place 36, voici Anthony Edwards. Encore un ailier désormais, après les meneurs c'est le tour des ailiers, et j'avoue j'ai eu du mal à le placer, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité, est-ce que je dois le mettre derrière Wiggins, est-ce que je dois le mettre devant Wiggins? C'est la question qui m'a embêté pendant plusieurs jours, et pourtant j'ai essayé de pas prendre en compte le potentiel. Pour moi c'était évident qu'il devait être dans le même range, mais limite toutes les heures je changeais d'avis pour savoir lequel j'allais mettre devant. Et si j'avais pu les mettre à égalité, je pense, je me serais défilé, je l'aurais fait, mais voilà, fallait se mouiller, fallait tous les hiérarchiser entre eux, et ce qui est sûr déjà, c'est que même s'il joue au même poste, après voilà, Anthony Edwards peut jouer arrière aussi, d'ailleurs il a été drafté en tant qu'arrière, mais il a été beaucoup utilisé au poste d'ailier cette saison, on est quand même sur deux profils différents. Wiggins c'est un homme à tout faire, dans une équipe qui gagne, tandis que Edwards c'est de plus en plus celui sur qui beaucoup de choses reposent à Minnesota. Et puis il a pas fait ça non plus dans une team qui était complètement éclatée, ils ont fait les playoffs les Timberwolves. Donc pour moi le niveau qu'il a montré là dans sa saison sophomore, ça fait partie des raisons qui ont poussé les Wolves vers les playoffs alors qu'ils ne les avaient pas vus depuis l'époque Butler, tandis qu'on a un Wiggins qui, sans Jimmy Butler, lui, n'a jamais réussi à faire les playoffs, et dans un contexte qui ressemblait un petit peu à celui d'Anthony Edwards, Wiggins, il a jamais réussi à faire quoi que ce soit de bien à Minnesota. Donc, bien sûr, c'est vrai qu'après, ça c'est pas le seul argument, et ça suffirait pas, parce que Wiggins, aujourd'hui, c'est plus le même joueur qu'à l'époque, mais en termes de niveau, je trouve que Edwards, c'est plutôt au-dessus, même s'il est moins complet. Edwards, il est moins propre sur ses pourcentages, c'est sûr, il commet aussi plus de déchets, mais je pense que c'est aussi parce qu'on lui demande plus, il a plus un costume de franchise player, même s'il le partage avec Karl-Anthony Towns. Mais sur les postes arrière, c'est le créateur numéro 1. En parallèle, c'est vrai aussi, de l'autre côté du terrain, il défend moins bien, même si je trouve qu'il a fait des efforts dernièrement, en tout cas cette saison. Sur sa saison rookie, c'était un courant d'air ce mec. Mais je trouve que ça va un petit peu mieux désormais, et il a montré qu'il pouvait faire au moins le minimum. Par contre, en dehors de la défense et des déchets, je trouve que notamment pour le scoring, il a un talent phénoménal. C'est un roi de l'ISO qui est capable de prendre ses responsabilités à lui tout seul. Il peut te balancer un gros pull-up ou un step back ou un side step sans aucun problème, même en étant ultra contesté. Et en parallèle, il saura utiliser son énorme premier pas super explosif pour partir sur un drive et poser un dunk qui est venu de l'espace. Ce mec, il cumule un mix d'explosivité, de force, de footwork et de créativité qui fait de lui, je trouve, un joueur vraiment à part. Et ça, j'aime beaucoup. Après, c'est sûr, on pourrait attendre de lui qu'il soit plus régulier, on pourrait attendre de lui à ce qu'il fasse moins de matchs à 10-12 points, mais quand on voit en parallèle qu'il a été capable cette saison de faire des perfs à 48 ou 49 points, même si c'est 49 points, si vous vous rappelez du contexte, c'était un peu fake, c'est que le niveau est quand même déjà exceptionnel. Donc ouais, je sais qu'il y a l'éternel débat entre LaMelo Ball et Anthony Edwards, vu que les deux ont été draftés la même année. Je sais bien que LaMelo Ball a été All-Star et pas Anthony Edwards, mais il n'y avait pas la même concurrence, c'était pas la même conférence et c'était pas le même poste, et je pense que ouais, il y a encore un an, j'aurais mis LaMelo devant Ant-Man. Mais aujourd'hui, quand je vois l'impact essentiel qu'il a eu dans une équipe playoffable, ce que Ball n'a pas fait, tout en ayant les capacités et le mental de porter une team à lui tout seul lors de certains matchs, ça c'est ce que Wiggins ne fait pas trop non plus, porter une team à lui tout seul, ça me va de le mettre devant ces deux-là. Même si évidemment il y a débat, ça reste discutable, si vous voulez le mettre 40 derrière LaMelo, moi ça me va aussi, franchement, chacun ses arguments, je trouve que dans ce range ils sont tous assez proches, mais ça a été très dur d'établir la hiérarchie entre tous ces joueurs, mais j'assume totalement cette place 36, parce que pour moi c'est le plus franchise player de tous. Maintenant, clairement, je vais attendre de lui qu'il polisse encore son jeu, qu'il réussisse à impacter encore davantage du côté défensif. Il a le potentiel vraiment pour viser plus haut, mais vu qu'aujourd'hui on ne juge pas sur les attentes, cette place 36, elle me semble plutôt correcte pour Ant-Man. Et pour Anthony Edwards, encore une fois, on est plutôt d'accord, 72% d'entre vous l'auriez mis à peu près à ce range, 16% l'auraient mis au moins 5 places plus haut, 13% au moins 5 places plus bas. Encore une fois, on est dans un juste milieu, let's go, pour l'instant on est bon sur ce top 100, ça me fait plaisir.
En place numéro 35, voici Jamal Murray. Et après Ben Simmons dans la vidéo de la semaine dernière, voici un autre joueur quasi impossible à classer, vu qu'il n'a pas joué de la saison. D'ailleurs, il faut être conscient que là c'est les stats de la saison 2020-2021 qui sont affichés, parce que évidemment j'en ai pas de plus récentes. Mais je le rappelle, de toute façon, ici on juge pas de la saison qui vient de se finir, même si c'est important. Le seul critère qui m'intéresse, c'est le niveau réel du joueur à l'instant T, ce fameux instant T. Et là, alors que Jamal Murray se remet de sa rupture des ligaments croisés, c'est vraiment très dur, c'est limite impossible de connaître son vrai niveau et de savoir ce qu'il sera capable de produire quand il reviendra avec Denver. Mais bon, même si ça se base sur des croyances de ma part, qui peuvent être assez personnelles, je me dis qu'il a que 25 ans, il est réputé pour son esprit de compétition, son éthique de travail acharnée, apparemment il fait sa rééducation très sérieusement, et là je me dis aujourd'hui, il doit être à peu près au niveau qu'il avait avant de se péter. Donc c'est là-dessus que je vais le juger, ce niveau qu'il avait avant de se péter, parce que j'y crois fort qu'il va revenir à ce niveau-là. Comme je dis, c'est un peu du what if, mais il n'y a pas le choix pour un joueur comme Jamal Murray, et perso déjà je trouve qu'il est le complément parfait de Nikola Jokic. Il peut enlever de la pression au double MVP en apportant du scoring et de la création, il peut mener le jeu, il peut l'organiser, il peut aussi jouer sans le ballon et profiter à son tour des qualités de playmaker de son pote le Joker, et c'est ce genre de gars qui se démarquera, qui provoquera toujours du mouvement pour perturber les défenses, qui était super important chez les Nuggets, mais qui en parallèle, quand il aura le ballon, il saura tout à fait être en capacité de jouer en ISO, de prendre de très très grosses responsabilités dans le money time. Ça peut être un mec très clutch, qui peut mettre de gros shoots décisifs, et ça j'apprécie déjà chez Jamal Murray. En défense, sans non plus être élite, je trouve qu'il fait le job, il se bat, il a pas trop de mal à rester devant son vis-à-vis, je le trouve concentré, même loin du ballon, je le trouve même plutôt solide en défense, c'est dans la moyenne, mais dans la moyenne assez plus, donc peut-être, je répète, que je me fais des films et que sa rupture des croisés fera qu'il ne sera plus le même joueur, mais ça j'en sais rien, j'ai pas son dossier médical sous les yeux, peut-être aussi que je suis trop nostalgique de ce qu'il a apporté dans la bulle en 2020, parce que c'était assez insane, peut-être que si j'avais jugé que sur la bulle de 2020 d'ailleurs, je l'aurais mis plus haut, mais peu importe, encore une fois, moi j'y crois, Jamal Murray, je suis persuadé qu'il sera bon à son retour. Voilà pourquoi, malgré une saison blanche et tous les doutes que ça peut procurer, je lui file cette place 35 qui me semble cool pour un joueur de son calibre. Pour Jamal Murray, ça divise un peu plus, et forcément que ça divise quand des joueurs ont si peu joué, mais pour le moment, on est encore une fois plutôt d'accord, parce que vous êtes 62%, vous l'auriez mis à peu près à cette place, 31% l'auraient moins bien classé, parce que selon vous, il y a trop de doutes concernant Jamal Murray, et ça je peux l'entendre, 7% l'auraient quand même mieux classé, mis au moins 5 places plus haut. Je trouve qu'il y a peut-être un peu d'abus, mais vous avez le droit, vous êtes aussi très optimiste pour Jamal Murray, et why not. Ça divise un peu plus, mais toujours du 62% pour Murray, la majorité l'aurait classé dans ce range, ça me convient encore plutôt bien. Donc en place 34, voici Shai Gilgeous-Alexander. Et pour changer, voilà un autre joueur qui est dur à classer. De toute façon, à leur mesure, ils le sont tous plus ou moins, donc c'est un peu la tradition. J'ai l'impression que je vous dis à chaque fois que c'est des joueurs durs à classer. Parce que ça dépend tellement de critères subjectifs de faire stop 100. Mais moi, ce que je me dis, c'est que Shai, c'est clairement le franchise player de son équipe. Celui, c'est pour l'instant, dans tous les joueurs qu'on a évoqués, je pense que c'est le plus franchise player. C'est celui autour de qui tout tourne, et c'est le vrai visage de ce OKC Thunder. Mais le truc, c'est que cette équipe, c'est juste l'une des pires de toutes de la ligue, et ça m'empêche de trop m'enflammer. Donc on a un franchise player, normalement un franchise player ça doit viser le top 30, mais quand t'as un franchise player de la pire équipe, et forcément que tes stats sont gonflés, ça devient compliqué de le placer, ce joueur. Mais maintenant, c'est vrai que si on regarde ses stats, globalement, même si on apprécierait évidemment qu'il améliore son adresse à 3 points, ça reste quand même violent. À peu de choses près, il est en 25-5-5, et ça, il y a peu de joueurs, à part des joueurs de l'élite qui peuvent se vanter d'avoir de si gros chiffres. C'est un mec grand, qui est dynamique, qui a un super footwork, qui a un handle qui est carrément génial, et qui a un arsenal de feintes et de moves, mais qui peut faire rougir un paquet de gars en NBA. Il peut changer de rythme, il peut changer de tempo, il peut contrôler le jeu, il peut distribuer pour ses coéquipiers, et honnêtement, je trouve que pour un arrière, il a tout le bagage du All-Star. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est toujours la même. Est-ce que c'est si gros chiffres qu'il fait, et c'est pas parce qu'il est dans une équipe qui est toute pétée? Ou alors, est-ce qu'il ferait les mêmes chiffres ailleurs, et là, on accuse ses coéquipiers pour le manque de win? C'est la grande question. Il y a sûrement un petit peu des deux concernant SGA, donc c'est plutôt dur de se positionner. Perso, j'ai pas l'impression, c'est aussi très subjectif, mais j'ai pas l'impression que ces chiffres soient ultra gonflés. Ils le sont un petit peu, mais pas non plus ultra gonflés par le fait qu'il joue au OKC. Peut-être un peu, mais pas de façon phénoménale, quoi. C'est pas non plus comme s'il croquait à 1000% et avait des pourcentages cata parce que c'était le seul joueur. Non, il joue plutôt juste. Il est à plus de 45% au tir au global et moins de 3 balles perdues. C'est quand même propre, moins de 3 balles perdues pour un joueur à qui on en demande autant. Et quand je vois Shai jouer, je me rends compte qu'il a plus qu'un croqueur qui va briller dans une équipe pourrie, quoi. C'est un
mec qui a un vrai sens du jeu, un vrai talent pour le basket. Et il y a quelque chose au fond de moi, hein, je crois, même si ça reste très personnel, qui me permet d'être assez sûr qu'il pourrait avoir un rôle primordial aussi dans une équipe qui joue la win, et peut-être même encore, alors peut-être pas booster ses stats, mais faire des stats pareils dans une équipe qui joue la win. Peut-être pas au scoring, mais au moins au pass décisif, je pense qu'il peut s'améliorer s'il a des mecs autour de lui qui sont capables de mettre plus de shoot. Donc clairement, ça lui permet pas d'accrocher un top 30, et pour un franchise player, c'est pas normal, mais il a encore des choses à prouver de toute façon pour arriver dans un top 30, mais comme je disais, hein, qui peut faire ça dans une équipe qui gagne, mais une place 34, bah, ça me paraît mérité, et finalement plutôt cohérent vu son rôle et l'impact qu'il a dans cette équipe d'OKC. Alors pour Shai, c'est assez marrant. Bon déjà, la majorité, même si c'est une faible majorité, vu que vous êtes 47%, c'est pas la majorité absolue, vous êtes 47%, vous l'auriez mis à peu près dans ce range. Je vois beaucoup de gens dans le chat qui l'auraient beaucoup moins bien classé parce que vous trouvez que ses stats sont gonflés parce qu'il joue à OKC. Je peux l'entendre, hein, même si comme je disais, moi la justesse et la propreté de son jeu apportent quelques limites intéressantes là-dedans, mais finalement, vous êtes quand même 31%, vous l'auriez mis au moins 5 places au-dessus. Et là, moi je trouve que on va loin quand même. C'est vrai qu'il avait fait il avait fait une saison où il avait fini 5ème de la conférence Ouest avec Chris Paul et avec Dennis Schroeder, où il avait déjà un impact intéressant, même s'il était loin de l'impact aujourd'hui au niveau statistique. Et ça peut jouer, hein, dans le fait que vous l'auriez beaucoup mieux classé. Mais je trouve qu'il a encore beaucoup de choses à prouver et pour être mieux classé. Il n'était pas leader à cette époque-là. Maintenant, il est leader et l'équipe, elle est au fond du gouffre. Donc pour moi, pour être beaucoup mieux classé, il va falloir qu'il augmente ça. Donc 31%, vous l'auriez mieux classé. 22%, vous l'auriez beaucoup moins bien classé. Ça divise, Shai, et on va retenir que 47%, vous l'auriez mis dans ce range. Donc même si ça divise, encore une fois, on continue le sans faute, même s'il y a beaucoup plus de débats concernant SGA. En 33, voici Pascal Siakam. Et là, on le voit, hein, avec Siakam, plus on avance dans ce top, et c'est normal, et plus on monte méchamment en puissance. Alors Siakam, c'est vrai, il a eu des difficultés en début de saison, mais il était aussi un petit peu blessé, et peu à peu il est monté en puissance jusqu'à prendre complètement le contrôle du jeu des Raptors devant Fred VanVleet, qui avait un peu le contrôle en début de saison, et s'afficher, plus la saison avançait, en tant que leader incontestable sur le terrain. Plus ça allait, et plus les choses passaient par lui. C'est un mec qui utilise son physique, notamment pour briller des deux côtés du terrain. Il utilise vraiment très bien son physique. Et ce que j'apprécie, c'est que année après année, il s'est développé, notamment dans le QI basket et le sens du jeu. Avant, c'était surtout un joueur athlétique qui était très brut, qui attaquait le panier un petit peu sans réfléchir. Et aujourd'hui, on a un joueur qui est quand même plus patient, qui peut exister avec ou sans la balle. Et surtout, il force moins parce qu'il a appris à vraiment capitaliser sur ses forces, en cachant certaines de ses faiblesses, notamment qu'il peut avoir à la création. Et justement, en déléguant un petit peu plus la création à Fred VanVleet de temps en temps, moi je le veux pas en tant que franchise player par qui tout passe et qui crée dans tous les sens. Ça, il en est pas capable. Mais justement, j'ai trouvé que dernièrement, il a montré qu'il arrivait à mieux équilibrer son jeu pour être un petit peu plus impactant. Et tout ça, c'est déjà très cool. Et encore plus dans une équipe qui est playoffable. Il exploite les mismatchs, il peut bully les défenseurs qui sont plus faibles, et même si ça reste encore un peu brut, hein, il maîtrise son petit spin move qui lui permet de s'approcher plutôt facilement du cercle. En parallèle, défensivement, il est efficace, il utilise ses outils encore une fois, il se bat, ça lui permet d'être plutôt performant de ce côté-là du terrain. Maintenant, ce qui me paraît compliqué avec Siakam, c'est que j'ai encore du mal à le considérer comme un réel franchise player. Dans une équipe comme les Raptors, en fait, qui se base essentiellement sur le collectif et le sens du sacrifice, c'est difficile, je trouve, de dégager une seule individualité et de dire, toi, t'es le franchise player. En fait, à mes yeux, c'est presque plus, vous allez peut-être hurler, hein, mais c'est presque plus l'équipe de Nick Nurse que celle d'un joueur, quel qu'il soit, et Siakam en fait partie. On l'a vu, hein, par exemple, lors de la saison 2020-2021, quand il a été over 2019-2020, non, 2019-2020 c'était bien, après il y a eu du moins bien, 2020-2021 ça a été très compliqué, parce que je pense qu'il a été over responsabilisé, et parfois, dans ces situations-là, on le voyait, il s'en mêlait un petit peu les pinceaux, il perdait des ballons, il faisait des mauvais choix, et à mon sens, si tu vises un titre, Siakam c'est plutôt une option 2 qu'un franchise player. Après, dans son rôle, je trouve très bon à Toronto. Dans une équipe collective, il apporte sa pierre de façon excellente. Il apporte ce qu'il faut quand il faut. Mais bon, après, c'est pas quand même non plus c'est pas toujours le joueur le plus sûr du monde. Et voilà pourquoi, malgré cette belle 33e place, il apparaît pas dans mon top 30. Pour Siakam, vous êtes 60%. Vous l'auriez mis à peu près dans ce range, à peu près à cette place. Donc, a priori, vous êtes assez d'accord. 25% l'auraient mieux classé parce qu'il a été All-NBA, c'est vrai. Mais pour moi, trop de difficultés sur le début de saison. Encore beaucoup plus de difficultés la saison dernière. Il a pas encore assez prouvé pour moi, malgré sa bonne saison et son statut de l'NBA, je veux qu'il prouve plus pour monter dans le top 30. Et 15%, vous l'auriez carrément moins bien classé. Donc finalement, le range 33 vous convient a priori à peu près pour Pascal Siakam. En numéro 32, voici Zion Williamson. Bon, vous la connaissez, hein, l'histoire, je le dis souvent. Avec Zion, on a encore un joueur qui est clairement impossible à classer. Je le vois, hein, dans les commentaires sur les vidéos sur YouTube.
Beaucoup pensent qu'on juge que sur le talent. Et en fait, si on faisait ça, si on jugeait que sur le talent, on aurait un Zion qui serait beaucoup, mais beaucoup plus haut, tellement il a de talent. Parce que le mec, quand il est en bonne santé, c'est un all-star en puissance, voire même une superstar. Il peut défoncer n'importe quelle raquette, c'est une force assez incroyable à l'intérieur, dans la peinture. Et malgré son physique de taureau, c'est aussi un excellent créateur balle en main. Un mec qui peut porter la balle sur pick and roll, qui peut profiter d'un écran, se lancer et finir en puissance de façon complètement inarrêtable. Et ça, si vous l'avez vu jouer, même si ça commence à faire longtemps, je suis obligé de vous l'accorder, vous savez que quand Zion il se met en mode boule de démolition, il y a quasiment aucun défenseur qui peut se placer en travers de sa route. Là, les stats que j'affiche, évidemment, elles datent de 2020-2021, mais elles sont là pour le prouver. En termes de talent pur, Zion Williamson, c'est un monstre incroyable qui, si on jugeait que sur le talent, serait sûrement mis bien plus haut. Mais comme je dis, ici, on juge pas sur le talent, on juge du niveau d'un joueur. Et le talent, ça fait partie du niveau, c'est sûr, mais pour atteindre un bon niveau, faut pouvoir l'exploiter son talent. Et c'est là qu'il y a des doutes avec Zion. Constamment, on entend à boire et à manger sur sa condition physique. Parfois, on dit qu'il est en surpoids et on le compare à Greg Oden. D'autres fois, il est super fit, comme sur les dernières photos là qu'on a vues, et ça apparaît comme un monstre qui peut dominer toute la NBA à lui tout seul. C'est chaud de lui donner une place et c'est chaud de l'évaluer. Et comment, de toute façon, tu peux juger un mec qui en 3 saisons en NBA, dans la grande ligue, a joué que 85 matchs? Ben c'est pas évident. Donc bien sûr, je suis obligé de prendre en compte son talent, et on se rappelle ce qu'il avait fait lors de cette saison 2020-2021, de son efficacité. Ça donne envie de le classer très haut, même s'il a quasiment pas de shoot extérieur. Moi je dis on s'en fout, il est capable de foutre le feu à toutes les défenses de la ligue, c'est plutôt balèze. Comme je disais, il y a quasi personne qui peut l'empêcher de s'approcher du cercle, mais en parallèle, on est obligé d'ajouter un bémol. Il faut se rendre compte que pour l'exploiter, ce talent, Zion doit se maintenir dans une condition physique optimale qui lui empêchera d'être blessé, et là il y a beaucoup plus de doutes. Sur la durée, c'est là que j'ai beaucoup plus de doutes. Si je le mets dans mon équipe, comme je disais, si je le mets dans mon équipe pour faire un pick-up game aujourd'hui, rien ne me dit qu'il va être en bonne condition physique, rien ne me dit qu'il va pas arrêter de jouer au bout d'un quart-temps, et ça c'est compliqué quand on le juge. Il sera talentueux, mais comment je vais pouvoir compter sur lui? Ça m'empêche de le mettre plus haut, ça. Maintenant, il y a d'autres choses aussi, j'aimerais qu'il fasse des progrès défensivement. On a vu, il peut apporter tout plein de choses avec son mix de skills et de puissance en attaque, et moi je trouve que avec tout ce qu'il peut apporter offensivement, on arrive à oublier presque ses absences défensives, même si en plus de ça, il avait fait des progrès lors de sa saison sophomore. Donc ouais, moi j'ai tendance à y croire encore à Zion. Je mentirais si je disais que j'y croyais absolument à 100%, mais je dirais que c'est quand même au-dessus des 50%. Rien ne dit que ses blessures et sa condition physique lui permettront de refaire à nouveau une saison à 27 points par match, mais je pense encore qu'il en est capable, même si ça reste des croyances personnelles et subjectifs. Donc en gros, moi je me dis, pour Zion, là, on va pas être trop sévère. La place 32, ça me semble pas mal. Par contre, je vais beaucoup attendre de lui la saison prochaine. S'il joue et qu'il montre qu'il peut exploiter son talent, il est capable de gagner 10, 15 places, j'en sais rien, peut-être même plus, on sait jamais. Par contre, si son poids et sa santé le pénalisent encore, il pourrait être aussi l'un de ceux qui chute le plus, parce qu'on dira que malgré tout son talent, il n'arrive pas à l'exploiter. Donc j'ai essayé d'équilibrer la balance là entre tout le talent qu'il a et sa capacité à le mettre en œuvre, ce talent. Et donc ouais, cette place 32, elle me semble pas si mal pour un Zion Williamson. Et pour Zion Williamson, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment débat, et ça a pas raté. Donc pour la première fois, nous ne sommes pas d'accord, et c'est là qu'on voit, en fait, le moins de votes qu'il y a eu, en fait 24% seulement, vous l'auriez mis à peu près à cette place. Par contre, il y a 32% qui l'auraient carrément beaucoup mieux classé parce que vous êtes conscient qu'en bonne santé c'est un monstre, et 43% qui l'auraient beaucoup moins bien classé parce que vous dites qu'il n'a rien prouvé. Bon, qu'il n'a rien prouvé, moi je trouve sa saison sophomore, même si elle a été courte aussi, il a prouvé des choses. Mais ça montre à quel point il y a des votes dans tous les sens. Il y en a qui veulent le mettre beaucoup plus haut, d'autres qui veulent le mettre beaucoup plus bas, d'autres un peu moins nombreux qui veulent le mettre dans mon range. C'est mon premier fail aujourd'hui, c'est celui où on n'est pas d'accord, mais ça montre que c'est un joueur qui divise, et ça montre aussi à quel point ça reste très subjectif, et ça se juge vraiment sur des critères personnels de faire ce genre de classement. Et donc c'est pour ça aussi que je vous invite à le faire, parce que moi je trouve que c'est un exercice super intéressant et qui n'est pas si facile que ce que l'on croit. En place 31, voici Draymond Green. Et là, j'imagine que certains vont parler d'une dinguerie, parce que mettre un mec à moins de 8 points par match aux portes du top 30, je sais, je vous vois même dans le chat, vous allez me dire que ça pue le blasphème. Et ça pue encore plus le blasphème quand on voit comment il a été critiqué lors des finales, notamment. Et c'est vrai qu'en finale, il a fait 2-3 matchs catastrophiques, et certains commençaient déjà à dire que, à 32 ans, il fallait déjà qu'il pense à la retraite et qu'il se tourne vers sa carrière d'analyste sur TNT. Mais en vrai, quand on parle de ça, il n'y a pas de l'abus et de la culture de l'instant, on n'oublie pas ce qu'il a fait
fait avant, parce que ouais, j'avoue que face à Boston, qui était une équipe très physique à l'intérieur, il a montré certaines limites, Green, et il a montré qu'il était moins capable qu'à une époque de se remettre en question quand il faisait un mauvais match, en ajoutant surtout de l'intensité physique. Parfois il est trop frustré, parfois il est trop fantomatique, parfois il est complètement inoffensif, et clairement, quand il a montré ça en finale, il y a ces haters qui ont vraiment eu l'occasion de se lâcher. Heureusement qu'il a fait un très bon match 6 pour se rattraper et gagner une quatrième bague, mais bref, est-ce que pour une seule série, est-ce qu'on doit remettre en question tout le niveau de Green et tout ce qu'il a fait ces dernières années, et même cette saison en vrai? Moi je trouve que ce serait abusé. Je trouve que grosso modo, et encore actuellement, Draymond il fait juste du Draymond avec ses qualités et ses défauts. Je comprends qu'on puisse le détester, il a un caractère qui peut être ultra agaçant, parfois il utilise plus d'énergie dans la provocation et le trash talk que dans le basket en lui-même, et je suis le premier vraiment que ça énerve. Et pourtant, malgré tout ça, malgré son caractère de cochon, malgré le fait qu'il soit tout l'opposé d'un scoreur, eh bien il faut reconnaître, je trouve, son niveau de fou. Déjà, la première chose dont il faut se rendre compte, avant de lui envoyer tout plein de hate, c'est qu'avant sa blessure, il était clairement le favori pour être Defensive Player of the Year cette année. Et je suis persuadé vraiment que s'il avait pas manqué tant de matchs, il l'aurait chopé ce trophée de Deepoy. Tous les soirs, il se bat, il hurle sur ses coéquipiers, il communique, et de ce côté-là, c'est clairement le cœur et l'âme de cette équipe des Warriors. Il est mobile, il peut switcher, il hustle, il défend aussi avec son cerveau, il floppe, même si j'aime pas, mais il floppe quand il faut, il arrive à rentrer dans la tête de tous ses adversaires quasiment tous les soirs, et ça on le met rarement en valeur, ce côté tu fais péter un plomb aux attaquants, Draymond Green y arrive très bien, et c'est essentiel je trouve dans une équipe compétitive d'être le capitaine de la défense comme lui est le capitaine de la défense des Warriors. De ce côté-là, avec sa polyvalence, c'est un joueur qui est vraiment unique, et il faut pas penser non plus que c'est parce qu'il met 7 points et demi par match qu'il est complètement inutile en attaque. De ce côté-là aussi c'est pareil, il a un cerveau et un QI basket qui sont essentiels. Ça a beau être un intérieur, il fait partie des meilleurs playmakers de la ligue, un des meilleurs passeurs, et encore une fois, quand il s'est blessé, son absence elle est devenue flagrante. On avait Curry et Poole qui arrivaient vraiment à moins jouer sans le ballon, ils étaient obligés de créer plus pour eux, de forcer plus, et ça s'est ressenti violemment dans le bilan des Warriors, qui d'un coup galéraient bien plus en attaque, et leur attaque était bien moins huilée sans Draymond Green qui est essentiel. Peut-être que son absence de shoot est rédhibitoire pour certains, mais moi je m'en fous. Quand tu joues au basket avec tant de science du jeu, tant d'expérience, tant de rage, quand t'es un pion aussi primordial dans une équipe qui est championne, et que tout le côté défensif t'appartient, moi je refuse de mettre Draymond très bas, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher à juste titre. C'est un joueur atypique, qui contrairement à Zion, lui déborde pas de talent, mais qui justement, il sait l'exploiter, et utiliser à la perfection toutes ses forces pour jouer un basket de la victoire, un basket de la win. C'est trop juste pour péter le top 30, mais le mettre juste aux portes, même si je le répète bien souvent il m'agace, je trouve que c'est la moindre des choses. Que vous pensiez que c'est un blasphème ou non, de toute façon moi je continuerai à l'assumer. J'ai pas peur de le dire, sans lui les Warriors seraient pas champions, car ils seraient sûrement même pas allés en finale. Draymond Green, malgré ses finales coup-ci coup-ça, en demi-teinte et même plutôt raté, il a fait une saison assez folle, et avant sa blessure, il était le Deepoy en puissance. Donc rien à battre des points marqués de mon côté chez Draymond Green, où il a un niveau qui est bel et bien présent, et qui pour moi fait qu'il mérite sa place 31. Et pour Draymond Green, encore une fois je le savais, on a un joueur qui divise. On a un joueur qui divise parce que beaucoup me disent c'est pas un franchise player, c'est vrai. Beaucoup me disent il shoot pas à 3 points, c'est vrai. Beaucoup me disent il marque pas assez, c'est vrai. Sauf que dans tous les autres secteurs, moi je trouve qu'il apporte beaucoup trop pour le mettre plus bas. Après vous êtes quand même 41%, vous l'auriez mis à cette place, 41% vous l'auriez moins bien classé. Donc là-dessus on est à égalité. Il y en a quand même 19% qui l'auraient beaucoup mieux classé. Donc ça montre aussi que c'est un joueur qui divise. Dans l'impact et dans le rôle, pour moi, c'est pas assez pour être dans le top 30, d'être dans l'espèce de symbolique des franchise players, clairement pas même, et c'est vrai qu'il défend beaucoup il dépend beaucoup des leaders qu'il a à côté de lui, c'est un joueur collectif par excellence, qui pourra pas porter sa team, clairement pas, mais qui est beaucoup trop utile dans une équipe qui gagne, et donc pour moi, Draymond Green en 31, ouais, je l'assume tous les jours, vraiment. Voilà pour ce qui est des places 40 à 31 de mon top 100 NBA actuel, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que vous validez plus ou moins ce que j'ai dit? Est-ce que vous êtes en total désaccord avec une place ou alors plusieurs places? Dites-moi tout ça en commentaire, histoire que ça débatte un petit peu. Je vous le rappelle, sinon, si vous voulez vous faire kiffer avec les magnifiques t-shirts de chez Derby Ball, vous trouverez toutes les infos et le code promo en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, vous êtes le sang. Là encore évidemment, si vous voulez les rejoindre, vous avez toutes les informations nécessaires en description. À très vite.